Je t'écoute, là, tu peux répéter, j'ai rien compris. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Non, je sais pas de quoi tu vas me parler aujourd'hui, donc embraye. Eh bien, de ce que la souffrance de nos enfants nous renvoie, à nous, parents. Car oui, force est de constater que nos enfants sont le réceptacle de nos propres blessures les plus enfouies. Alors, prêt pour une dose de cache psychanalyse, c'est parti. On y va, ouvre bien tes oreilles, vous connaissez la chanson maintenant, et ton inconscient fera le reste. La douleur de l'enfant est un miroir de l'inconscient, de notre inconscient également. Toute épreuve est légitime, qu'il s'agisse d'une rupture, d'un deuil ou d'un revers professionnel. Pourtant, ces tourments semblent s'effacer devant la détresse de notre propre progéniture. Voir son enfant souffrir déclenche un séisme intérieur, une intensité inégalée. Face à ce constat quotidien et déchirant, le parent est assailli par un tumulte de sentiments contradictoires. L'incompréhension se mêle à la tristesse, tandis que la colère et une culpabilité dévorante finissent par saturer l'esprit jusqu'au vertige. La psychanalyse avance une hypothèse souvent brutale à entendre. Nos enfants manifesteraient, à travers leurs propres mots, MAUX, les conflits que nous n'avons pas résolus nous-mêmes. Cette idée, bien que difficile à accepter, j'en conviens, revient avec insistance troublante dans le travail analytique. Elle force à interroger la mécanique du silence. Les non-dits, ces événements passés sous silence, le secret de famille, ces zones d'ombre qui traversent les âges, l'héritage invisible, les traumas de nos ancêtres, dont nous ne pouvons vérifier la véracité, mais dont nous subissons la répercussion. Lorsqu'un parent n'a pu traiter son propre trauma, celui-ci ne disparaît pas, il se cristallise et cherche une issue. L'enfant, par sa loyauté inconsciente, prend alors sur lui de mettre en scène ce malaise. Il devient le révélateur d'une faille dont il n'est pas à l'origine. Dès lors, comment la mise en récit du parent peut-elle dissiper ces zones d'ombre? L'enjeu ici est de se libérer et de libérer l'enfant du poids d'une histoire qui ne lui appartient pas. Poser des mots est l'essence même du travail qui nous incombe. Mais la tâche est hyper complexe lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'inconscient. Notre inconscient, en fait, agit comme un coffre-fort où nous refoulons ce qui menace notre équilibre psychique. S'il assure notre survie émotionnelle, il est aussi le réceptacle des mémoires transgénérationnelles enfouies. Le travail consiste donc à traduire ce langage muet pour rendre à chacun sa propre histoire, sa propre responsabilité. En posant des mots sur ces zones d'ombre, on permet à l'enfant de se dissocier de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents et ainsi de suite. L'effort de l'enfant pour restituer à ses parents ou à ses aïeux la part de souffrance qui lui appartient n'est jamais une démarche vaine. C'est une tentative vitale de se désencombrer d'un héritage émotionnel trop lourd. Cependant, cette libération se heurte à un obstacle de taille. La nature même de l'histoire familiale que nous lui transmettons au travers de notre propre récit modelé, construit une narration. Et cette narration appartient à chacun dans sa propre vie. Un récit souvent remodelé lui-même inconsciemment pour tenter de tenir bon. Pour ne pas sombrer face à des traumatismes ou des blessures anciennes, nous, parents, érigeons des versions de l'histoire qui occultent les souvenirs les plus insupportables. Ce récit n'est pas un mensonge volontaire, mais une construction protectrice. Le parent a, bien malgré lui, mis son propre inconscient à rude épreuve pour maintenir une façade de cohérence et de stabilité. Le danger réside dans la conviction profonde que notre version des faits est la vérité absolue. Or, toute narration est par essence subjective. Elle est criblée de zones d'ombre et de silence imposées par le refoulement. Ce que nous présentons comme la réalité est en fait une réalité filtrée par nos propres mécanismes de défense. Pour véritablement apaiser la souffrance de l'enfant, le parent ne doit-il pas accepter une remise en question courageuse de notre propre récit à interroger? En guise de conclusion, voici ce que je te propose. Il est crucial de comprendre que notre manière de raconter l'histoire est façonnée par nos émotions actuelles, elles-mêmes réactivées par un jeu de régression. Face aux difficultés de notre enfant, nous revivons inconsciemment aussi peut-être des situations passées, des conflits non liquidés, que nous pensions avoir enfouis et que nos enfants nous rapportent. En ne questionnant pas la véracité de notre histoire, de notre propre récit, nous risquons peut-être de projeter sur l'enfant des zones d'ombre qui ne lui appartiennent pas. L'apaisement commence donc par cette honnêteté radicale envers nous-mêmes, parents, accepter que notre mémoire a ses propres angles morts et mécanismes de défense. Parce qu'aimer, c'est avant tout protéger, notre rôle de parent nous impose de faire rempart entre nos enfants et nos propres zones d'ombre. Transmettre, ce n'est pas imposer un ego, mais offrir un récit épuré de nos vieux combats. Apprenons donc peut-être à regarder notre propre faille avec indulgence. Nos doutes et nos silences ne sont que le reflet d'une histoire encore en chemin. En acceptant que certains de nos conflits intérieurs ne sont pas encore réellement apaisés, nous cessons de les refouler pour enfin éviter qu'ils ne deviennent leur héritage. À vous maintenant. Je vous propose ces deux questions et attends de vous lire en commentaire et de manière la plus attentive me concernant. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre enfant exprimait, par son comportement ou son mal-être, une émotion ou un secret
qui, de fait, ne lui appartenait pas en réalité, mais qui appartenait à votre propre histoire ou à celle de vos aïeux. Êtes-vous prêt à accepter que la vérité que vous racontez à vos enfants est parfois un bouclier pour vous protéger vous-même? Selon vous, est-il plus courageux de maintenir le silence ou de questionner ses propres zones d'ombre? À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet. Je vous rappelle que cet espace est bienveillant et ouvert à toutes et tous, alors échangeons dans le respect de nos vies et réflexions respectives. Je vous dis au revoir, à très vite, et au revoir donc à vous savez qui, à vos inconscients.